Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce cours magistral, on va parler d'atomes. On va parler de chimie générale. C'est le chapitre sur l'atomistique, d'accord? L'atomistique, c'est concentré de pas mal d'éléments. On va retrouver à l'intérieur, bien sûr, la structure de l'atome, les ions, les molécules, mais également le modèle quantique. On verra ce que c'est. Je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Les règles de remplissage, la configuration électronique, mais également les hybridations, la géométrie VSEPR. Bref, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'est un gros concentré en 1 heure. L'idée, c'est que vous puissiez, à l'issue de ce cours, avoir les idées claires sur tout ce que vous devez maîtriser sur l'atomistique, les trucs de base. Donc moi, ce que je veux absolument, c'est que vous connaissiez la structure de l'atome après le cours, là, les modèles quantiques, d'accord, avec les nombres quantiques, les configurations électroniques avec les règles de remplissage, la classification périodique, un peu comment ça marche, tout ça. Mais on ira un peu plus loin, bien sûr, puisqu'on ira voir aussi les orbitales. On ira voir les orbitales atomiques, SPD, on ira voir les hybridations, on ira voir un petit peu d'orbitales moléculaires. Promis, j'irai pas trop loin dans le détail, c'est assez technique. Et puis, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin avec, si possible, un peu les règles de l'octet, schéma de Lewis, collision covalente et géométrie de SEPR. Si j'ai le temps, bien sûr, j'irai plus en détail. Dans un autre cours magistral, je vous referai ça plus en détail sur notamment la géométrie SEPR. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une première approche sur toutes ces notions-là. Ça fait quand même beaucoup de travail, hein, d'accord? Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors, je vous conseille d'être attentif parce que on va aller vite. Il y aura pas mal de choses, mais vous allez prendre le temps nécessaire pour apprendre et il faut pas hésiter à mettre sur pause au fur et à mesure dès qu'il y a un bug dans votre tête pour apprendre au fur et à mesure, c'est normal. D'accord? Commençons par ce qui est un atome. Alors, l'atome, ce que vous devez maîtriser, c'est qu'il y a un noyau, d'accord, qui contient des protons et des neutrons. Et autour de ça, on a un nuage électronique avec des électrons qui gravitent, d'accord. Ce qu'il faudra tout de suite identifier dans votre tête, c'est que les électrons, ils vont s'effectuer par couche électronique. C'est-à-dire qu'ils vont pas être un peu n'importe comment, ils vont pas être organisés n'importe comment dans ce nuage électronique. Il y a un quanta d'énergie, d'accord. On verra dans le modèle quantique. Et donc, ce que vous devez maîtriser, et ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est surtout la relation avec les pièges de QCM pour le concours, d'accord. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, je fais un petit rappel sur l'atome, mais bien sûr, ça sera plus intéressant lorsque je ferai le cours sur la radioactivité en physique, puisque on parlera plus en détail de l'atome dans sa structure, d'accord. Là, c'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui, mais juste, faut que vous ayez quand même les idées claires sur où on retrouve les infos, quoi. Concrètement, dans le tableau périodique, vous verrez, il y a plusieurs éléments. Notamment, on va retrouver le nombre de masse. Nombre de masse, c'est les protons plus les neutrons, d'accord. Les protons, c'est chargé positivement. Les neutrons, c'est neutre. Et les électrons, c'est négatif, d'accord. Ensuite, on a le symbole de l'élément. Alors, dans le tableau périodique, je vous montre un petit peu là, dans le tableau périodique, et c'est l'application Ptable que je vous conseille de regarder. Vous pouvez taper ptable.com, vous retrouvez le tableau périodique en interactif, il est hyper bien fait. D'accord. Vous devez connaître les 4 premières lignes, je dirais assez rapidement, d'accord. Les apprendre par cœur, mais pas one shot, hein, un petit peu tous les jours. Donc moi, un conseil très simple, c'est un élément par jour sur 90 jours. Ça vous fait 90 éléments. Et au fur et à mesure, vous retravaillez les éléments des fois d'avant. D'accord? Comme ça, vous maîtrisez tout. Donc, on a le nombre de masses, le symbole de l'élément et le numéro atomique qui correspond finalement au nombre de protons. Ça, c'est le truc de base sur les atomes. Il n'y a pas de secret sur cette partie. On peut fabriquer des choses avec les atomes. Les atomes les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons. S'il y a une perte d'électrons, on appellera ça un cation. S'il y a un gain d'électrons, on appellera ça un anion. D'accord? Alors, on fera tout un cours un petit peu plus tard sur les solutions. Donc du coup, par exemple, les sels, NaCl, comme c'est un sel, on a un cation d'un côté, un anion d'un côté, qui vont former une liaison chimique pas très forte, hein, en général, puisqu'il s'agit d'un sel. D'accord?
Et donc, on peut créer comme ça des sels monoatomiques avec un seul atome ou polyatomiques comme NO3-, où il y a plusieurs atomes ensemble, d'accord? Je vous ai mis quelques exemples à connaître. Les ions monoatomiques, le sodium, le potassium, le calcium, le chlore, l'ion oxyde, etc. Les polyatomiques, on a NH4, NO3, SO4-, SO3-, PO3-, etc. Bref, vous avez compris. Toute une liste à maîtriser. D'ailleurs, en Playtable, il y a aussi ça, hein, à un moment donné, quelque part dans les composés, vous voyez, on peut voir toute la liste des composés. Donc là, c'est plutôt des molécules, mais on peut les rediviser du coup, en ions, d'accord, en polyatomiques. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de les apprendre. Il y a toute une liste à connaître. Et comme ça, vous pourrez être au taquet sur ce sujet-là, d'accord? D'ailleurs, à l'issue de ce cours magistral, vous pouvez bien sûr télécharger le guide que je vous ai créé sur toute cette partie qu'on voit ensemble en cours. Tout ce que je vous donne en cours magistral, vous pouvez le télécharger dans un guide. Tout ça est disponible dans la promo d'Enti amphithéâtre, dans le campus d'Enti. Okay. Et puis, bien sûr, on peut former des molécules. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on a des atomes ensemble, on peut soit créer des sels, NaCl, c'est un sel, mais on peut créer aussi des molécules. Les molécules, ça veut dire qu'il va y avoir des liaisons beaucoup plus fortes, des liaisons covalentes en général, d'accord? Par exemple, H2O, ouais, typiquement. Mais on peut aussi faire des éléments qui ont les mêmes types d'éléments, donc les monoatomiques, d'accord? Donc H2, O2, N2, Cl2, ça c'est les mêmes types de molécules. Mais on peut avoir des molécules avec des atomes différents. Dans ce cas-là, on a H2O, CO2, NH3, et il y en a des tonnes et des tonnes, d'accord? Donc vous devez absolument les maîtriser le plus vite possible. Voilà. Là, c'est un peu une overview très rapide de ce qu'est un atome, l'ion et les molécules, d'accord? Je pense que jusque-là, je pense que ça va. Alors, le modèle quantique, vous allez voir, quand vous serez en première année, on va vous balancer de trucs totalement théoriques qui ne servent à rien. Donc, je vous montre un exemple de choses totalement théoriques qui ne servent à rien, mais qui ont un impact, bien sûr, pour votre concours. C'est les différents modèles. Concrètement, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur les modèles quantiques, et ça commence par Dalton, d'accord, au début du 19e siècle. Puis ensuite, il y a Thomson, puis ensuite, il y a Rutherford, puis ensuite, il y a Bohr. Et tous ces modèles-là, c'est des choses qui ont évolué à travers des expériences, d'accord? Vous, ce que vous devez maîtriser, c'est surtout le modèle de bord, c'est sur lequel, en général, on travaille. Puis après, plus tard, un peu plus dans le temps, ils ont travaillé sur d'autres modèles beaucoup plus précis, avec un modèle quantique Broglie, Heisenberg ou Schrödinger. D'ailleurs, l'équation de Schrödinger qu'à chaque fois les profs ils vous balancent pour vous apprendre l'équation, surtout n'apprenez pas ça. C'est totalement débile, d'accord? Je sais que vous êtes très nombreux, je vois ça chaque année hein, dans la BU en général. Vous essayez d'apprendre l'équation de Schrödinger, mais si vous pouvez pas appliquer cette formule, ça ne sert à rien, d'accord? Ça sert véritablement à rien. Donc là, l'idée c'est d'essayer de construire le modèle quantique de l'atome, d'accord? Alors, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour faire simple, dans l'atome, je vous ai dit, il y a un noyau. Le noyau, c'est protons et neutrons. Autour gravitent des électrons. Et je vous ai dit que c'était quantifié, c'est-à-dire qu'en gros, on a des couches. On a n égale 1 pour la couche K, n égale 2 pour la couche L, n égale 3 pour la couche M, n égale 4 pour la couche N. Et chaque couche représente un niveau d'énergie, un quantum d'énergie. Du coup, on peut avoir un certain nombre d'électrons par couche électronique. C'est ça qu'il faudra bien comprendre. Et pour ce faire, on a 4 nombres quantiques qui ont été décrits pour justement définir le nombre d'électrons par couche. On a le nombre quantique principal, n, d'accord, qui définit la couche principale, du coup le niveau d'énergie, pour faire simple. Donc n égale 1, 2, 3 ou 4, par exemple. On a aussi azimutal, qui est en fait la sous-couche, qui va, elle, former l'orbital. Donc, on verra comment ça peut se faire. Hein. Soit c'est S égale 0, donc ce sera sous forme d'une sphère. Je vous l'ai écrit ici, par exemple, en bas, là. Ça, c'est la petite boule verte que vous voyez là. Voilà. La petite boule verte, là, c'est donc S égale, donc L égale 0, donc ça fera un sphérique en termes d'orbital. Si L égale 1, du coup, ça donnera une forme comme ça de 8. Ok, donc d'infini, et ça peut du coup soit être à l'horizontale, soit à la verticale, et du coup ça peut former soit Px, Py, Pz, on le reverra un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Et puis si ça fait par exemple L égale 2, on aura une forme de couche de type orbital D, du coup avec des formes un petit peu particulières, assez rigolotes au fur et à mesure du temps. Voilà. C'est à peu près ce que vous devez retenir sur l'azimutale, c'est elle qui donne la forme, d'accord? Ensuite, on a le nombre quantique magnétique, M, qui donne l'orientation de l'orbital. Donc, soit par exemple, c'est -1, 0 ou +1.
d'accord? Je vous réexpliquerai après comment on construit tout ça. Et puis, on a le nombre de spins. Le nombre de spins, bah, c'est en fait, est-ce que on appelle ça spin up ou spin down. En gros, est-ce que l'électron est vers le haut ou est-ce que l'électron vers le bas? L'électron vers le haut, c'est plus 1,5 et vers le bas, c'est moins 1,5. Ok? Je pense que là, déjà, on commence à comprendre comment se construit l'atome. Mais bien sûr, vous pouvez pas retenir ça en 2 secondes. Il faut qu'on s'entraîne, faut qu'on fasse des choses. Donc là, pour le moment, je vous donne quelques éléments et après, on va pouvoir commencer un petit peu à s'entraîner. D'accord? C'est quand même le principe. Hein. Donc ensuite, pour savoir remplir les orbitales, eh ben, il y a 3 règles. On a le principe de Kéchowski, donc la règle de Kéchowski, qui est vraiment la règle la plus complexe, on va dire. C'est un niveau d'emplissage par niveau d'énergie. Je vous montre un schéma juste après. On a le principe d'exclusion de Pauli aussi, qui en fait dit qu'on peut pas avoir plus de 2 électrons au maximum dans une orbitale. Donc concrètement, là, on a une case avec avec 2 électrons spin up et un spin down, d'accord? Et on peut pas avoir plus. Voilà, ça c'est le principe d'exclusion de Pauli. Et ensuite, on a la règle de Hund qui dit que on doit avoir disons, les niveaux d'énergie les plus profitables. Du coup, on va mettre les spins parallèles. C'est-à-dire, en gros, on va mettre des électrons dans différentes cases d'orbitales. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la chimie générale, j'ai créé pour toi un cours complet, tout savoir sur la chimie générale, qui comporte plus de 15 modules de cours. Là, notamment, on a travaillé sur l'atomistique, un peu les orbitales, un peu les ions chimiques avec la géométrie VSEPR. Il y a énormément de contenu, énormément de savoir. Concrètement, aujourd'hui, on a travaillé sur l'atomistique. Vous voyez, c'est formé comme ça. Il y a énormément de contenu, notamment des flashcards, des QCM, mais également des cartes mentales, des cartes mentales pour aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment beaucoup de contenu, de quoi faire, voilà, avec des grands schémas généraux. Savoir aussi que c'est des parcours certifiants, c'est-à-dire que vous allez relever un défi, réussir un examen et vous aurez une attestation de formation avec un certificat de réussite. Tout ça, vous avez les infos en description de cette vidéo. Pour le coup, je te laisse avec le reste de la cour magistrale et bon courage à toi. C'est qu'on aille voir la règle de Kéchowski que on n'aime pas trop en général. En première année, vous détestez ça parce que vous n'arrivez pas à la comprendre. Euh, Plutôt que de l'apprendre sous ce format-là sur lequel la majorité des profs vont vous balancer ça, parce que vous n'allez pas le comprendre tout de suite. Hein. Ça, c'est assez évident. Je vais vous montrer une méthode assez facile avec le tableau périodique qui vous permet de pas vous tromper. D'accord ? Alors, première chose, ce qu'on appelle le diagramme de Kéchowski. Hein. Vous pouvez prendre avec le niveau de basse énergie, hein, c'est comme ça qu'on doit le faire. Donc en gros, ça veut dire qu'on fait 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, etc., etc. On va prendre les flèches dans cet ordre-là, d'accord? Alors, je vous propose un truc assez simple, c'est qu'on aille prendre un élément. On va prendre un élément, puis on va tester des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas moi, par exemple, on peut prendre quoi? Allez, on va prendre l'étain. L'étain. Donc euh, l'étain, hop. Comment on fait pour trouver sa configuration électronique? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est pas la chose la plus évidente. Et grâce au tableau périodique, en fait, on peut identifier assez rapidement euh, et très très facilement en fait la configuration électronique sans avoir à la réécrire par cœur, d'accord? Alors, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos hein, sur l'hybridation, la configuration électronique. N'hésitez pas à regarder la vidéo. D'ailleurs, c'est celle qui cartonne le plus sur la chaîne YouTube. Hein. SP, SP1, SP2, tout ça. Sur l'hybridation et la configuration. Mais là, l'idée, c'est de trouver des méthodes pour aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il me propose dans le chat une configuration électronique là-dedans? Alors, l'étain, si je reprends mon paytable, là, par exemple, donc l'étain est à 50, vous voyez? Alors, je vais dans la partie écran. L'étain est à 50. Et on propose donc 2 types de configuration, donc celle-ci, d'accord? Et on propose aussi cette configuration-là. Je vais vous expliquer un petit peu les différents juste après. Et donc, il y a une stratégie. Une des stratégies, c'est tout simplement d'aller faire une barre ici, on remonte ensuite, on fait la barre jusque là, et on redescend. D'accord? Alors, je vous explique. En gros, ça, c'est 5, et tout ce qui est en bleu, c'est la couche S. Ça fait donc 5S2. D'accord? Ensuite, on remonte d'une case. Ça nous fait donc 4. Ensuite, tout ça, c'est la partie jaune, c'est la couche D. Donc, ça fait 4D10. D'accord? Ensuite, on redescend. On est sur la couche P. Et donc, ça nous fait 5P2. Ça va être une partie de la couche électronique. Et il nous manque quoi? Il nous manque en fait d'aller chercher notre gaz
noble, qui est le krypton juste au-dessus. Et donc, on va juste écrire krypton, comme ça. Ça fera krypton 5s2, 4d10, 5p2. Je vérifie. On a bien krypton 5s2, 4d10, 5p2. D'accord? Ça, c'est la formule concentrée, d'accord, de la configuration électronique. On a aussi la forme étendue, c'est-à-dire si on devait tout écrire. Et là, pour pouvoir tout écrire, eh ben, il faut que vous appreniez les gaz nobles juste à droite, donc la case 18, la colonne 18, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon, le radon. Vous devez connaître en fait par cœur l'ensemble des configurations, la liste complète pour pouvoir la faire en version étendue. C'est quand même beaucoup plus profitable. Là, c'est pas compliqué. Moi, je vous ai toujours dit, vous n'allez pas apprendre ça one shot. La configuration électronique, ça doit prendre le temps de rentrer dans votre tête. Donc, pour moi, il y a une solution très simple. Vous prenez un élément par jour et vous faites sa configuration électronique. Vous pouvez le faire dans l'ordre, vous pouvez le faire dans le désordre. Bref, l'objectif, c'est de vous entraîner tous les jours à faire une nouvelle configuration électronique. Et puis, chaque semaine, vous allez réviser les configurations électroniques des semaines passées. Et ben, au bout de 90 jours, si vous faites une configuration électronique par jour, vous avez 90 éléments. Du coup, vous maîtrisez ça par cœur. Et il n'y a aucune difficulté. Parce que concrètement, ça prend 5 minutes. 5 minutes par jour sur 90 jours, c'est totalement réalisable. N'est-ce pas? Oui, non? Vous me dites, Moi, pour moi, je pense que c'est réalisable. Est-ce que vous avez compris comment j'ai fait avec le tableau périodique? Ça, je l'avais pas dit en vidéo dans d'autres formats. Donc là, je vous donne vraiment une astuce qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez que j'en fasse un autre ou pas? Est-ce qu'on en fait un autre? Ouais, on en fait un autre. Ok. Alors, on va en faire un autre. Allez, on va aller choisir le polonium. D'accord? Celui-ci, il a 84. D'accord? Quelle est la configuration électronique de celui-ci? Alors, je peux juste aller regarder. On est sur 84. Voilà. Il faut que je trouve la configuration électronique. Si on prend la même stratégie, si on prend exactement la même stratégie, eh ben, je vais donc faire comme ça, je vais remonter, je vais faire comme ça, je vais redescendre et je vais faire ça. Donc, on est d'accord que vous allez tous m'écrire finalement. Donc, alors, j'écris, voilà, Xénon. Vous me dites après si c'est juste ou pas. 6S2, ensuite ça fera 5D10, ensuite ça fera 6P4, et c'est bon. Est-ce que ça vous convient ou pas, ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Vous êtes sûr de ça? Ok, on va vérifier. Il manque un truc, regardez bien. Dans le polonium, il y a le xénon, il y a 6S2, mais il y a aussi un truc qui vient s'interférer, qui s'appelle 4F14. Et ouais. Ça, c'est une fin classique de QCM si vous allez trop vite. En fait, à partir de la 6e ligne, il y a une nouvelle série, ok, qui est la série des F, les blocs F. En fait, la méthode fonctionne, mais c'est juste qu'il faut savoir que du coup, avant de remonter, on va aller choper les 4 F14. D'accord? Voilà. Donc, je suis obligé d'ajouter, non pas ça, mais d'ajouter mon 4 F14 à l'intérieur. Ah, je sais que c'est un peu relou, mais au moins, vous avez compris la technique, vous pouvez plus vous tromper. Donc, ça fera Xénon, 6S2, 4 F14, 5 D10, 6 P4. Voilà. Et cette astuce-là, bah, du coup, vous la maîtrisez maintenant. Voilà. Ok? Vous pouvez plus vous tromper. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment faire gaffe à toutes les stratégies possibles. Donc, cette technique du tableau périodique sous la forme que je vous ai fait là en 2 exemples, qui sont assez pertinentes, je vous conseille de vraiment vous entraîner avec, d'accord? Et ça, c'est hyper pertinent, quel que soit le support. Je vous conseille aussi d'avoir un tableau périodique toujours sur vous. C'est très important. Moi, c'est sous forme d'un sous-table. Faut toujours, je l'ai mis à l'envers. Faut toujours l'avoir sous la main, d'accord? Ça vous est totalement utile quand vous travaillez. Et également, la fameuse tasse tableau périodique, toujours là, présente pour réviser et ne pas oublier les éléments. Vraiment, vraiment essayer d'avoir un maximum de rappels. Donc moi, ce que j'avais fait en première année, c'est que j'avais acheté un rideau de douche tableau périodique. Vu j'ai été jusque là. Et dans ma douche, du coup, je pouvais réviser. Vous imaginez le niveau de délire. Bon, je pense que vous faites aussi peut-être des choses comme ça. Mais c'est pour vous dire que, bah voilà, j'ai aussi fait ça, moi. J'ai aussi fait des trucs bizarres. D'accord? Voilà, c'est normal. On est là pour apprendre et aller plus vite. Alors, vous allez voir quand même qu'il y a des petits problèmes dans certaines configurations. Ah oui, bah oui, ce serait trop facile sinon. En fait, il y a des exceptions aux règles.
Pourquoi? Parce que il y a des problèmes de stabilité. Il y en a des exemples. Alors, vous devez connaître à peu près 8 à 9 exemples. Il y a notamment le chrome, le cuivre, le molybdène, l'argent, l'or. D'accord? Alors, pour faire simple, ce qui se passe, c'est que à la fin de la partie de la configuration électronique, si je prends l'exemple classique, on a argon, 4s2, 3d4. Ça, c'est la forme classique, d'accord? Et il faut essayer de comprendre, en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça se fait comme ça. Alors, je vais essayer de vous écrire ça rapidement. En fait, dans par exemple le chrome, l'orbital c'est 4s2, 4s, et ici c'est une orbitale d. D'accord? L'orbital d c'est donc 5. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que si je mets un électron là, et que je fais comme ça, et qu'après j'en mets 4, eh ben, j'ai mon orbital d ici au bout qui est tout seul. Il est pas très content d'être tout seul. D'accord? C'est pas une bonne idée. Donc, d'un point de vue stabilité, c'est quand même mieux, en fait, si je vais tout simplement les séparer. Et du coup, je vais avoir comme ça tout mon orbital d qui est rempli. Ça me fait donc bien 4s1 et puis 3d5. D'accord? Ça fait partie des exceptions. Vous devez les connaître, les maîtriser, les reconnaître le plus vite possible. Alors, c'est pas compliqué. Sur le tableau périodique, vous avez un truc très simple pour les exceptions. Voilà, dans la forme étendue, vous avez donc les exceptions à la règle et vous avez la liste. Donc, on a le chrome, le cuivre, le niobium, le molybdène, le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'argent, le platine, l'or et les autres. Le seul que vous devez connaître en dessous dans la liste, ce serait l'uranium qui peut être donné et le thorium. Ok? Le thorium et l'uranium. Oh, ça peut aussi arriver. Le cérium, c'est déjà arrivé aussi en QCM. Voilà. Mais faut bien dire que la couche qui est en bas, la couche violette, c'est assez rare de tomber là-dessus, d'accord? Donc, moi, je dirais, ce que vous devez retenir, c'est chrome, cuivre, molybdène, rhodium, palladium, argent, platine, or. Ça, c'est les cas les plus classiques, d'accord? Okay. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne un petit peu sur l'atomistique. On va faire un petit peu de configuration électronique. Allez, je vous propose de faire un petit peu de config pour voir si vous vous en sortez un petit peu sur la stratégie, d'accord? QCM assez simple, d'accord? Alors, concernant la configuration électronique, il faut cocher les bonnes propositions. Elle décrit la répartition des électrons. Elle décrit la répartition des protons. Elle dépend du nombre d'électrons de l'atome. Elle aide à prévoir la réactivité. Ou elle n'a aucun lien avec le tableau périodique. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ok, on propose A, C, D. A, C, D, d'accord, ok, voyons. Bien vu. Effectivement, la configuration électronique, c'est lié à la répartition des électrons, non pas des protons. Ça, c'est assez évident, hein, puisque ça, c'est le noyau. Elle dépend du nombre d'électrons de l'atome, bien vu, effectivement. Elle aide à prévoir la réactivité, effectivement, parce que dans le tableau périodique, là, classiquement, si je suis à gauche, donc j'ai le lithium, le sodium, le potassium, ça fait Na+, Li+, K+, ok? Donc un cation. Et si j'ai béridium, magnésium, calcium, ça fait magnésium Mg2+, Ca2+, tout ça, c'est donc des bivalents, d'accord? Et c'est cationique. Et à l'inverse, je vais trouver notamment le fluor, le chlore, le bromure qui fait Br-, F-, Cl-, I-, etc., qui seront donc du coup des anions, d'accord? Il faut bien comprendre la mécanique. Ok, pour l'instant, vous en sortez bien. Concernant les capacités, le S contient au maximum 2 électrons, P contient au maximum 6 électrons, D contient au maximum 10 électrons, F contient au maximum 14 électrons, et une orbitale ne peut contenir que 4 électrons. Qu'est-ce qui est juste là-dedans? D'accord? Alors, il y a des petites feintes dans les QCM, notamment les QCM. Là, c'est typiquement des QCM de cours, on n'est pas sur des QCM encore d'application, mais typiquement, il y a beaucoup de pièges là-dessus. Alors, S, pour moi, je pense, vous allez me dire, est-ce que tout est juste? Ouais, quasiment tout. Ok. On va mettre les 4 premiers. D'accord. Effectivement, c'est bien ça. La couche S, c'est au maximum 2 électrons. P, c'est maximum 6. D, c'est 10. Et F, c'est 14. On peut avoir des pièges classiques du type S peut contenir 1 ou 2 électrons maximum, par exemple. Ou alors, F peut contenir moins de 14 électrons, moins de 16, moins de 18. Bref, vous comprenez qu'en fait, il faut vraiment vérifier la forme. Les superlatifs, les jamais, les super, etc. Il faut vraiment faire gaffe à ça.
d'accord? En fait, la configuration électronique, tout ça, c'est des chapitres qui vous semblent extrêmement simples en première année, et vous avez tendance souvent à aller un peu vite, d'accord? Concernant l'ordre de remplissage, un S se remplit avant 2S? Est-ce que 2P se remplit avant 3S? Est-ce que 4S se remplit avant 3D? Est-ce que 3D se remplit toujours avant 4S? L'ordre de remplissage est lié à l'énergie des orbitales. Vous voyez, là, on est sur des QCM d'apprentissage. Au fur et à mesure, on apprend, on essaie d'avancer. On ne va pas faire des QCM de malade tout de suite, c'est pas le principe. Ok, on propose ABCE. Ok, c'est bien, parfait, t'as tout compris. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire quand on apprend. On essaye de s'entraîner un petit peu, enfin, on apprend des petites notions de cours et on s'entraîne immédiatement, d'accord? Concernant le principe de Pauli, petit cours technique, c'est là qu'on peut se faire avoir. Une orbitale contient au maximum 2 électrons. 2 électrons d'une même orbitale ont des spins opposés. 2 électrons d'un même atome peuvent avoir les 4 nombres quantiques. Pauli aide à construire les configurations électroniques. Et une orbitale P peut contenir 6 électrons. Qu'est-ce que vous me dites là, ça? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? ABD, d'accord? On propose ABD. Bien, bravo. Alors, effectivement, le principe de Pauli, c'est qu'une orbitale peut contenir au maximum 2 électrons, d'accord? 2 électrons d'une même orbitale ont des spins opposés, obligatoirement, d'accord? On peut pas avoir des spins, 2 spins up ou 2 spins down ensemble, c'est pas possible, d'accord? 2 électrons d'un même atome peuvent avoir les 4 mêmes quantiques. Bah non, c'est pas possible ça. Il y a forcément un moment donné que ça va pas. C'est interdit d'avoir ça, d'accord? Pauli aide à construire les configurations électroniques, bien sûr, ça fait partie des 3 règles, hein, je le répète, quelque chose qui, Pauli et und, ok? Une orbitale P peut contenir 6 électrons, et c'est là qu'il faut faire attention à ça, hein. Une orbitale P, il faudra bien faire gaffe à ça, c'est différent d'une sous-couche, d'accord? On reverra Px, Py, Pz, d'accord? Voilà. L'orbitale entière, ce sera 6 électrons, et Px, Py, Pz, chaque fois c'est 2 électrons chacun. Concernant la règle de Hund, dans les orbitales du même énergie, les électrons se placent d'abord seuls. D'accord? Les électrons célibataires ont des spins parallèles. Dans 2p, 2p2, des 2 électrons p sont dans la même orbitale. Elle concerne notamment les couches P, D et F. Et elle dit que l'on remplit toujours une orbitale avec 2 électrons avant de passer à la suivante. ABD, d'accord? Ok, bien. Ok, alors effectivement, par rapport à la règle de Hund, on a bien les orbitales de même énergie, l'électron se place d'abord seul, c'est très bien. Les électrons célibataires sont de spin parallèles, ok, on les met parallèlement, parfait, d'accord. Dans 2p2, les 2 électrons P sont dans la même orbitale, bah non, non, je l'ai expliqué que c'était pas forcément pareil, c'est 2 électrons célibataires. Elles concernent notamment les couches P, D et F, effectivement. Et elle dit que l'on remplit toujours une orbitale avec 2 électrons avant de passer à la suivante. Ah, c'est l'inverse. Là, on va envoyer du lourd, je vous préviens. Donc là, on va être sur la partie orbitale atomique et moléculaire. C'est une partie compliquée. Là, c'est la partie que vous aimez le moins en général. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à mixer des choses. Ah, vous aimez pas ça en général quand on commence à mixer des choses. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est une orbitale atomique? Déjà, l'orbitale atomique, en fait, c'est, si vous voulez, pour faire simple, c'est une sorte de taux de présence de l'électron par rapport à une forme particulière. Typiquement, le S, c'est qu'en gros, il va se déplacer sous forme d'une sphère, ok, en 3D. Les Px, Py et Pz, bah finalement, c'est quoi? C'est que ça va se déplacer sous forme en fait d'un 8 sous 3 axes différents, soit Px, soit Py, Pz. Alors pour que vous puissiez bien comprendre, je dessine rapidement un truc. Grosso modo, faut bien comprendre ça. En fait, vous avez dans un premier temps, vous avez l'orbital S, ce qui forme une sphère, pas de problème, et l'orbital P, d'accord, qui est divisé en Px, Py et Pz. Et du coup, ça fait soit comme ça, soit ça fait comme ça, soit ça fait comme ça. D'accord? 3 axes différents. Et donc, en fonction où l'électron se place, bah, du coup, il va avoir cette forme de 8 à telle forme, à tel endroit. Donc là, on a parlé un petit peu d'orbital atomique. Maintenant, on va essayer de s'amuser à les mettre ensemble. Ah, et ça, c'est plus difficile. C'est ce qu'on appelle les orbitales moléculaires. C'est quand on commence à les fusionner ensemble. Alors là, aujourd'hui, je vous embête pas trop avec ça. Sachez que ça, c'est un truc très technique. En gros, vous allez apprendre ce qu'on appelle, ici, je vous parle de ça, là, les liantes et antiliantes.
liantes donc de type sigma et les liantes de type pi. Ça, c'est un truc, vous êtes en pleine galère technique lorsque vous devez construire ce qu'on appelle un diagramme d'énergie, voilà, pour construire en fait un modèle. Et ça, je vous déconseille au premier abord de travailler là-dessus. Ça va pas vous servir à grand chose. Vous allez perdre énormément de temps pour pas grand chose. Ce serait dommage. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de comprendre qu'il y a des orbitales moléculaires, de savoir justement différencier ce que c'est pi et sigma, d'accord. Pour faire simple, vous allez retenir ça tout de suite, immédiatement. Lorsque vous avez en gros votre sigma, ça veut dire que c'est axial, d'accord. Et lorsque vous avez pi, c'est latéral. Je vous fais un petit dessin, je pense que c'est plus parlant. En grosso modo, lorsque j'ai par exemple un carbone avec un autre carbone, d'accord, et que j'ai des H comme ça par ici, voilà, et que je veux justement mettre une double liaison, et ben en fait ici je vais avoir le principal qui est donc sigma, d'accord. Et ici la double liaison, c'est une liaison qui va être de type latéral, donc en gros ça va faire comme ça, et donc en gros on va avoir les électrons ici. La petite latérale c'est pi, d'accord. Donc le central, la liaison centrale c'est sigma et la liaison latérale c'est pi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'avec ça, vous avez à peu près les idées claires sur ce sujet, d'accord. C'est tout ce que vous devez retenir maintenant, immédiatement, c'est le plus important, d'accord. Une fois que vous avez ça en tête, on va pouvoir s'amuser à créer des formes, ce qu'on appelle des hybridations. Hybridation, ça demanderait beaucoup trop de temps pour vous faire un cours là tout de suite. Donc, je peux faire potentiellement un autre cours magistral sur parler des hybridations et géométrie VSEPR plus en détail. J'ai fait une énorme vidéo sur hybridation, géométrie VSEPR et SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, tout ça. C'est pas à regarder, je vous les mets en fiche si vous voulez. Et l'idée, c'est bien de comprendre comment tout ça se structure. Vous pouvez donc construire plusieurs modèles, d'accord. Il y a des trucs assez faciles à retenir maintenant, là, tout de suite, si vous voulez aller très vite. Pour faire ça, SP, c'est linéaire. Donc, ça va être un angle de 180 degrés. Ce sera juste une ligne. Facile, normalement. SP2, ça forme un trigonal plan. D'accord? Donc, finalement, un triangle. Et donc, un triangle, c'est 120 degrés. D'accord? Pour les angles. Ensuite, on a SP3. SP3, ça forme un tétraèdre. D'accord? Donc, une pyramide à base triangulaire. D'accord? Et l'angle, c'est 109,5. Et les deux autres, SP3D, SP3D2, ce n'est pas au programme, mais je vous le mets parce que si jamais, dans les QCM ou qu'un prof décide d'aller dans le détail, et du coup, au moins, vous l'avez. D'accord? Donc, c'est quand même pas quelque chose de si évident que ça. D'accord? Donc, vous devez bien sûr, et je le répète, vous devez absolument maîtriser les angles. D'accord? Ça c'est les trucs de base. Ok? Ça, c'est le truc de base. Après, bien sûr, on va aller dans le détail. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. D'accord? Mais paniquez pas, on va s'en sortir. Une fois qu'on a compris le concept des hybridations des orbitales, on peut commencer à construire des molécules. Et on parlera du modèle VSEPR. Un modèle qui, au premier abord, peut paraître expert complexe, mais en réalité, c'est assez simple. Pour comprendre, il y a quelques petites règles. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en gros, vous devez maîtriser la structure de Lewis. Donc aujourd'hui, je vous fais pas le point là-dessus. Je pense que je ferai un cours dédié sur ce sujet-là, les règles du duet, les règles de l'octet, etc., pour pouvoir les construire des molécules. Mais ça va pas nous être utile là tout de suite maintenant parce qu'en fait, justement, on va pouvoir trouver des stratégies pour aller beaucoup plus vite. Et votre objectif n'est pas de construire, mais d'identifier rapidement pour gagner du temps. Vous avez un atome central qui sera noté A, d'accord? Donc vous avez toujours A ici, l'atome central. Et puis vous allez retrouver un autre atome, l'atome qui est adjoint à celui-là, qui est donc l'atome X, qui peut être soit un seul type d'atome, le même, soit des atomes différents, d'accord? Et ensuite, on va retrouver un E qui va en fait parler de non-liants, c'est-à-dire des électrons qui sont un peu libres, d'accord? Je crois que j'ai dû mettre la légende dans ce sens-là, d'accord? On a l'atome central, on a l'atome lié, et puis on a le doublet non-liant. Voilà. Donc concrètement, vous devez bien sûr maîtriser ce genre de tableau. Tout ça, je vous le mets bien sûr dans le guide, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez maîtriser des choses. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de bombarder les exemples. Moi, ce que j'avais fait en première année, c'est que j'avais listé 200, 300, 400 molécules, je ne sais plus exactement. J'avais mis sous un bout de papier, j'avais dessiné la molécule et derrière, j'avais mis sa forme géométrique, donc soit linéaire, trigonal plan, et également sa forme comme ça, VSEPR, AXE2, etc. D'accord? C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc, si je prends un exemple très simple, je prends l'exemple du CO2 là. Le CO2, il est linéaire, d'accord? Donc deux doubles liaisons de chaque côté. Donc savoir construire comme le modèle de Lewis pour pouvoir pas se tromper. Et ensuite derrière, on sait que c'est linéaire, donc ça fait 180 degrés, donc AX2.
réflexe, vous devez avoir. Et c'est assez facile à comprendre. CO2, AX2. Le C, c'est A, le O, c'est X, et 2. Normalement, on peut pas se tromper dans ce truc-là. D'accord? Autre exemple, je prends BF3. Ok, BF3, qui est là. BF3. Lui, il fait AX3. Donc, on a trigonal plan, 120 degrés, et du coup, AX3. Normalement, pas se tromper. AX3, A, B, X3, F3. Donc là, par exemple, je prends CH4. CH4, 4 liaisons autour du carbone. Ok. On a un carbone A. On a 4H, X4, tétraédrique, 109,5 degrés. Normalement, on peut pas se tromper. D'accord? Autre exemple, NH3, 3H, et on a du coup, en plus de ça, on va retrouver un doublé non liant. Du coup, on va se retrouver avec AX3, donc pour NH3, et le doublé non liant E1, okay, qui se retrouve tout seul. Autre exemple, alors on a l'eau, alors là qui a été mal modélisé. En gros, l'eau, il est coudé, d'accord? Il est coudé, puisque en gros, on va avoir le doublé non liant de l'oxygène et les deux hydrogènes, et donc ça vous fera un coude. Voilà. Et du coup, ça fait AX2E2. D'accord? Et vous pouvez faire ça avec tous les trucs, hein. Avec bipyramide trigonale, vous pouvez faire ça avec tous les types là, les octaédrides, et il y en a bien d'autres, hein, il y en a encore d'autres, hein, mais vous, pour votre niveau, vous allez en général jusque là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà s'entraîner un petit peu sur l'hybridation, et puis ensuite, on fera un petit peu de géométrie VSE-PR. Okay? Concernant l'hybridation, elle correspond au mélange d'orbitales atomiques. Elle explique l'orientation des liaisons. Elle concerne principalement la tôle centrale. Elle correspond à une trajectoire circulaire de l'électron. Elle aide à comprendre les molécules organiques. Qu'est-ce que vous en pensez? BC2, ok? Ah, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Alors, elle correspond au mélange d'orbitales atomiques. Oui, en fait, l'hybridation, c'est lorsqu'on va fusionner des orbitales ensemble. D'accord? J'ai fait tout un cours dédié avec une vidéo dédiée sur comment on construit les orbitales, notamment CH3, CH4, enfin méthylène et tout ça, pour comprendre sp3, sp2, sp. Je vous conseille de regarder les vidéos là, d'accord? Pour le coup. Ok? Là, c'est pas l'objectif. Là, c'est juste de faire du contouring sur le cours pour comprendre quelques notions clés, d'accord? Pour les QCM, deux cours, qui a rien à voir avec l'entraînement. C'est très choses bien différentes. Faut bien comprendre ça, hein. D'accord? Explique l'orientation des liaisons. Effectivement, elle concerne principalement l'atome central. Oui, elle correspond à une trajectoire circulaire. Alors, c'est circulaire le terme? Circulaire l'électron. Ah oui, ah bah non. Comme on va hybrider, il va y avoir une orbite différente, d'accord? Elle aide à comprendre les molécules organiques. Bah ça c'est évident, je pense qu'il n'y a pas de fin de technique. Ok. Concernant l'hybridation sp3, elle résulte du mélange d'une orbitale s et 3 orbitales p. Elle donne 4 orbitales hybrides. Elle correspond à une géométrie tétraédrique. L'angle idéal c'est 69,5 et elle correspond toujours à une géométrie linéaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? ABCD, d'accord. Ok. C'est pas mal. Bravo, bravo, c'est ça. Effectivement, sp3, c'est quand on a une orbitale s et 3p. Bon, je vous les dessine quand même. J'ai compris que si je dessine, c'est mieux, n'est-ce pas? Donc sp3, c'est facile à comprendre. En gros, on a une orbitale s, on a p, voilà. Ça, c'est s, ça, c'est px, py, pz. Si je fusionne les trois ensemble, eh ben, je me retrouve avec sp3. Voilà. Donc, comme ça, j'ai s, px, py, pz. Si j'en hybride que 1, ça fait sp. Si j'en hybride 2, ça fait sp2. D'accord? Voilà. Tout ça, j'ai pas le temps là tout de suite aujourd'hui de vous faire ça, mais n'hésitez pas bien sûr à regarder des vidéos à ce sujet-là pour bien comprendre comment on les construit, d'accord? Concernant sp2, elle résulte d'un mélange d'une orbitale s et de deux orbitales p, et il reste une orbitale p non hybridée. Elle correspond à une géométrie trigonale plan et l'orbitale de 120. Et elle donne 4 orbitales hybrides. 4 orbitales hybrides. Si je fais sp2, il reste une orbitale non hybridée, il reste py, pz, tu les googlez. Elle correspond à une géométrie trigonale plan. SP2, on a vu que c'était un trigonal plan, 120 degrés, sympa. Moi, je pense que ABCD, c'est pas mal. Ouais, on est pas mal. Voilà. Effectivement, faut pas se tromper sur le dernier, hein. C'est 3 orbitales hybridées.
sp2, c'est 1s et 2p. Ok? Voilà. Continuons avec sp, par exemple. Résulte d'un mélange d'une orbitale s et d'une orbitale p. Ça me semble assez évident maintenant qu'on révise. Quand on révise comme ça avec des QCM, juste l'application, vous me dites dans le commentaire, hein, ça permet de juste d'avoir les idées claires. Parce que là, les QCM ont été construits de manière linéaire. C'est-à-dire, en gros, c'est pour apprendre. Okay, il reste deux orbitales P non hybridées. Attendez. Px et Py. Ouais, ça me paraît bien. Elles correspondent à une géométrie linéaire. SP, je vous ai dit, c'est linéaire. Et l'angle idéal est de 180 degrés. Ouais. Et il y a 4 domaines électroniques. 4 domaines électroniques. Non, ça me semble pas évident. Hein, voilà. Donc effectivement, c'est bien ça. Là, c'est vraiment purement de l'entraînement, donc on peut pas trop se tromper, quoi. Les 4 domaines électroniques, c'est si on avait SP3. Hein, S et 3P. D'accord? Concernant les domaines électroniques, 4 domaines autour d'un atome central correspondent souvent à SP3. Donc là, on l'a vu juste avant, donc je pense que je vais mettre vrai. Hein. 3 domaines correspondent à SP2, 2 domaines correspondent à SP. Une double liaison compte comme 2 domaines VSEPR. Une double liaison correspond à 2 domaines. Qu'est-ce que vous me dites de ça? Et un double non-liant compte comme un domaine. Un domaine. Ok, on va mettre la E. On va voir. Ouais, c'est ça. ABDE. Ouais, ABCE. ABCE. Et VSEPR, une double liaison compte pour un seul domaine électronique. D'accord? Concernant la liaison pi et sigma, une liaison simple correspond à une liaison sigma. Une double liaison contient un sigma, un pi. Ouais. Une triple liaison contient un sigma et deux pi. Ouais. Une liaison pi résulte d'un recouvrement axial. Axial, on a dit que c'était sigma. D'accord? Et une liaison pi utilise souvent les orbitales p non hybridées. Ah oui, l'idée c'est de construire comme ça. Bon, admettons, je mets E. On va voir. Effectivement, c'est ça. Ok? Donc là, on est bon là-dessus. Je pense que là, vous me dites dans le chat, mais normalement, vous avez les idées en tête. Je pense pas que là, vous vous êtes trompé. Vous me le dites. Hein. Normalement, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Si vous avez compris ce qu'on a fait là maintenant, normalement, on peut pas trop se tromper. Un carbone avec 4 liaisons simples est souvent sp3. Euh, bah ouais, ça c'est tétraédrique quoi. Un carbone engagé avec une double liaison est souvent sp2. Ok, ah c'est pas systématique, hein, mais ouais, en général, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va mettre ouais. On va voir si ça donne bien. Un carbone engagé dans une triple liaison est souvent sp. Oui, oui, mais c'est pas systématique. On a vu notamment CO2, il y a que deux doubles liaisons. Il est un peu particulier CO2 parce qu'il peut de temps en temps faire une troisième liaison et revenir en arrière. Bref, c'est un peu particulier. sp3 est trigonal, non, c'est tétraédrique. Et sp2 peut participer à une liaison pi. Ok, d'accord. Bon, ça me semble pas mal comme ça. Ouais. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un niveau de détail pour pas se tromper avec les pièges de QCM. Donc, vous voyez, c'est assez précis. Hein. Hein. Merci pour vos retours d'ailleurs sur ça. Hein. C'est pas mal. On avance bien. Concernant les exemples biologiques, les carbones saturés des chaînes carbonées sont souvent sp3. Qu'est-ce que vous me dites de ça? Le carbone carbonyle, CO, est souvent sp2. D'accord? Les cycles aromatiques contiennent souvent des atomes sp2. Les doubles liaisons des lipides insaturés impliquent des carbones sp2. Et les triples liaisons correspondent toujours à sp3. Je mets quoi là-dessus là? A, B, C, D? D'accord. Bravo, bravo, A, B, C, D. Ah, c'est bien. Elle est pas évident là, il faut commencer à tenir là, le choc. Il faut commencer à tenir le choc. Après une heure là, est-ce que dans votre tête ça commence à être flou, saturé? Je veux dire, le cerveau commence à saturer parce que là, je pense que ça commence à saturer pour vous, non? Et là, je vous ai mis quelques petits pièges classiques. Confondre SP2 et SP3 est une erreur fréquente. Ouais. C'est pour là, c'est vraiment du QCM à chaud. Hein. Dire qu'une liaison double contient deux liaisons sigma est faux. Une liaison double contient deux liaisons sigma est faux, oui. Oubliez les orbitales p non hybridées. Dans SP2 et SP est une erreur. Oui, c'est logique. Dire qu'un carbone triple liaison SP est exact, moi ça me semble logique. Et c'est que chez les processions exactes. Hein. Dès que SP3 correspond à... Non, je mettrai ça. ABCD. Ah, ça va. Je peux repasser le concours du coup. Hein je peux repasser le concours, ça va. Concernant la méthode pour identifier l'hybridation, il faut compter les domaines électroniques autour de l'atome central. Donc on a 4 domaines. Alors là, ça c'est bon, je pense.
Il y a 4 domaines dans SP3, 3 domaines dans SP2, 2 domaines dans SP, et il faut compter séparément chaque doublé d'une double liaison. Ok. Ça, c'est vraiment pour apprendre. C'est du système d'apprentissage, je vous répète toujours. Faut compter séparément chaque doublé d'une liaison double. On va laisser comme ça. Ouais, c'est pas normal, ça. Ouais. C'est une liaison double, c'est un domaine. Ouais. Ça nous donne quoi comme score, tout ça? On a 9 sur 10. On est excellent. Et on maîtrise assez bien SP, SP2, SP3. Eh ben, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Si vous voulez travailler plus en profondeur sur la chimie générale, n'hésitez pas à travailler sur le cours complet que je vous ai mis en place, tout savoir sur la chimie générale. C'est un parcours certifiant. Si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à me contacter à contact@tonprofnt.com, comme vous pouvez constater. Là, on a fait un petit morceau de cours. Concrètement, on a un petit peu travaillé sur l'atomistique, les orbitales et un petit peu la liaison chimique avec la géométrie de SEPR. Et sachez qu'il faut travailler énormément de modules pour approfondir tout ça. Il y a de quoi faire. Là, on a travaillé vraiment cette partie, je dirais, à partir du module 3, voilà. On a fait un peu d'atomistique, on a fait un petit peu d'orbital et on a fait un petit peu de liaison chimique, etc. avec géométrie VSEPR. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans ce petit cours magistral. Voilà. Si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve à très vite. Ciao, 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 ciao!